Chers amis d'Anglo-Congo, bonjour, bonsoir, encore une fois, bonne année, nous sommes encore à la saison. Nous continuons à prier, nous continuons à souhaiter que le Seigneur vous fasse grâce pour cette année 2019 qui commence, que cette année soit une année de délivrance, de progrès pour notre pays, mais pour vous aussi. Merci beaucoup, vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Nous avons aujourd'hui un seul sujet à traiter. Après la déclaration de la CENCO, la polémique sur le nom de l'élu du scrutin du 30 décembre 2018. Alors, la première personne à se connecter, c'est Metchiteku, suivi d'Oscar Mutumbu, de Christian Gandou, de Jojan Nenaba. Yeah, Nenaba, my friend, hi. Happy New Year. God bless you. C'est une grande journaliste. C'est d'ailleurs la première qui avait alerté, elle était parmi les premières qui avaient alerté le monde sur les massacres du Kassai, mais beaucoup plus sur les doubles jeux de l'ONU concernant les meurtres ou l'assassinat plutôt des deux experts des Nations Unies. C'est vraiment un honneur qu'elle soit connectée sur notre direct. Merci beaucoup. Thank you very much. It's an honor for you to be connected to our live broadcasting. Katumba Bart, suivi, et puis il y a Aimé Chiteko qui nous dit bonjour, Papa Anglo-Congo, il y a Mathieu Mouboya, il y a Sylvain Founi, il y a Raphaël Ngwasi Mungulu, il y a Desmond Kanstutu, Lily Rose dit bonjour, Papa Anglo-Congo, bonjour, Maman Rose, Danico Kalumbo, Kanda, Célestin, Patrick Messela, Olivier Nima, bonsoir, bonsoir Olivier, Katumba Bart, bonne année Anglo-Congo, bonne année à toi aussi, Katumba Bart. Il y a Kaleston, Phoenix Sahel, il y a Hippolyte Kimbalanga, il y a Pierre Vidanga. Vous êtes nombreux, mon frère Pote Baoli Bofuda, inbox. Hein? Après le direct, Sandra Moussambu et puis Lola Silla. Vous êtes nombreux, plus de 10 déjà. Je ne saurais pas citer tous les noms. La tradition veut que ce soit les 10 premières personnes. Alors, très rapidement. La CENCO avait jeté les pavés dans la mare en disant que nous connaissons le nom du vrai vainqueur de ce scrutin qui était très attendu par les Congolais et même le monde entier. Alors, ce bout de phrase a créé la polémique et a ouvert la voie à plusieurs commentaires, plusieurs opinions, tout se raconte, hein, des spéculations, tout ça. Il y a une guerre de communication terrible qui est allée même au-delà juste de la communauté congolaise. Même des étrangers sont dans cette polémique, même bien avant, la presse, tout ça, étrangère. Alors, après la déclaration de la CENCO, on avait aussi la déclaration du département d'État qui s'est limité à dire il faut que l'on publie les noms, plutôt les résultats. Et donc la CENI était sous pression, mais la CENCO était un acteur majeur, il faut le dire tout de suite, parce qu'elle avait déployé 40 000 observateurs. Ne confondons pas un observateur et un témoin, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions inbox. À tous ceux à qui je n'ai pas répondu, c'est tout simplement parce que je n'ai pas voulu, en tout cas, entrer dans la polémique. La CENCO est un acteur majeur parce que c'est une grande organisation, c'est une organisation religieuse, enfin, elle représente l'Église catholique au Congo, bref. Elle est implantée un peu partout à travers le pays. En tout cas, elle est très intéressée au processus électoral. Elle a toujours un mot à dire parce qu'elle représente une bonne partie de l'opinion congolaise. Mais sa voix a un retentissement qui va au-delà des frontières du Congo. Alors, mais le bout de phrase, comme je l'ai dit, de l'abbé Chollet, qui parlait, qui est le porte-parole de la CENCO, il faut le dire,
que nous connaissons le nom du vrai vainqueur, a donné lieu, comme j'ai dit, à tout genre de spéculations, des commentaires, de polémiques. Mais les jours suivants, le Conseil de sécurité s'est réuni à New York. Et c'était une discussion à huis clos, tout comme la réunion précédente, c'était aussi à huis clos. Alors, j'ai un article ici, il ressort de cette réunion, c'était à l'initiative de la France, qui avait demandé que les conseils de sécurité puissent se réunir. J'ai un article ici, ils se sont réunis vendredi, donc c'est hier, parce que chez moi c'est déjà samedi, c'était hier. Bref, il en sort qu'ils ne se sont pas mis d'accord, hein, parce que le but de la réunion, c'était autour des élections en RDC. Ils ne se sont pas mis d'accord entre les États, et c'était une réunion d'à peu près 2 heures de temps. Ils se sont pas mis d'accord sur la déclaration à faire concernant les élections en RDC. Alors, plusieurs États africains avaient estimé que faire une telle déclaration, c'était prématuré, d'après les diplomates qui sont aux Nations Unies. Alors, mais l'ambassadeur français, M. François Delattre, a dit que les résultats devraient consolider, devraient être des résultats, qu'est-ce que j'ai dit? Des résultats. Il fallait qu'il y ait la transparence, parce que je suis en train de lire en anglais, en même temps, je me dis, la transparence, et que ça devrait refléter les votes du peuple congolais. Mais bref, il n'y a pas eu d'accord, et cela était prévisible dans la mesure où déjà un membre important de l'Union africaine, de la SADC, et aujourd'hui beaucoup plus important de l'ONU, parce que c'est l'Afrique du Sud qui a pris la présidence de l'ONU, par son représentant, l'ambassadeur Jerry Matthew Madjila, à l'ONU. Il a fait une déclaration juste avant cette réunion à la presse. C'est en anglais, j'aimerais que vous puissiez suivre, certains d'entre vous, vous êtes des anglophones, vous allez suivre cette déclaration et comme ça, je vais essayer un peu de résumer ça rapidement. It's an important election. Results are coming. No, it has been important. It has been important for SADC since 60 years. Yeah. SADC organized 2006, organized 2012, and now SADC is there. So where were they? Well, the Catholic Church, you saw that Senko said that they thought that there was one candidate who came out on top, and there were, well, the suggestion was that the election commission should announce whoever won. No, I don't know Senko. I know there is AU observer meeting. I know there is SADC there. I know there is SENI there. I don't know. I know Senko is NGO. Well, It's NGO. Catholic bishops. Yeah, it's NGO. So the NGO can say what they say, but as a member state of the UN, SADC, with my friends, we will wait, like in South Africa, like recently in Madagascar, like everywhere, like in America, we'll wait for those responsible for the elections to announce. And then there is a process for those who may feel otherwise to follow for the elections. Because SADC call all the candidates, presidential candidates, and say to them, sign this code of conduct. 1, to allow free and fair elections. 2, to respect the outcome of the elections. 3, not to inflame passions about the DRC. 4, respect the constitution of the DRC. So we're waiting.
were told 30 minutes ago that not even 40% have been counted. So AU is there on the ground, SADC is there on the ground, they're still counting. So why should we announce only now? I think people have been very, very patient. There will be Can I ask you about Somalia? no problem in the DRC election. I think let's wait for the count. Okay. Ok, vous venez là de suivre l'ambassadeur sud-africain aux Nations Unies. C'est une vidéo, je vous recommande d'aller sur les sites de l'ONU. Vous pouvez le suivre parce que quand vous voyez l'image, c'est aussi important. Il y a ce qu'on appelle les body language, donc l'expression corporelle. Il était, j'allais dire, pas très formel. La presse, quand la presse lui a parlé, il a répondu et puis il partait déjà quand on a cité le nom de la CENCO. Il est revenu pour dire, bah, écoutez, je ne connais pas la CENCO. Je sais que l'Union africaine était là. Je sais que la SADC était là. Voilà, il dit que la CENCO, c'est une ONG. Hein. On lui dit, mais sinon, c'est l'organisation des évêques du Congo. Il dit, oui, mais c'est une ONG. Il dit, nous devons attendre. Il n'y a que la CENI qui doit annoncer les résultats. Et il dit, il y a 30 minutes, là c'était hier vendredi, il y a 30 minutes, on vient de nous dire que le comptage est encore à 40%. Donc, nous devons attendre. Il a dit, comme cela s'est fait à Madagascar, je crois qu'il a cité un autre pays que je viens d'oublier. Vous savez, Madagascar, c'est aussi un membre de la SADC. Donc, voilà, il dit, ça doit se faire très bien. Et la SADC avait demandé aux candidats de signer le code de bonne conduite pour qu'ils respectent les résultats des élections et que ceux qui vont estimer que le résultat n'est pas conforme, il y a une voie à suivre et que les candidats ne devraient pas enflammer l'opinion au Congo, congolais. Voilà, donc, brièvement, c'est ce qu'il a dit. Donc, ceci montre que, et ça c'était avant la réunion du Conseil de sécurité, ceci montre clairement qu'autour des résultats, d'abord du processus électoral, au niveau de la communauté internationale, on ne parle pas le même langage. Je vais continuer à chercher pour savoir quelle était la position de la Russie, la position de la Chine, parce que c'est intéressant de savoir quelle était leur position. On peut deviner la position des États-Unis déjà par rapport à la déclaration du département d'État et des autres pays membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, c'est important, c'est juste pour que nous, les Congolais, nous puissions savoir comment les autres voient notre pays pendant ce temps et surtout ce processus électoral. Je vous avais dit dans mon analyse passée que nous avions une information, mais malheureusement jusque-là, nous n'avons pas pu recouper ça avec nos sources sur place en Afrique du Sud, que le président Kabila avait fait un voyage, un aller-retour. Il était parti à Pretoria et puis il est rentré. C'est très, très important. Et l'ambassadeur, qu'est-ce que je dis? L'ambassadeur sud-africain à l'ONU, il dit que nous étions là aux élections de 2006, nous étions là aux élections de 2012, mais il voulait certainement dire les élections de 2011. Et il dit, nous sommes encore là. Donc, il n'y a pas identité de vue. Hein, pour être clair, il n'y a pas identité de vue sur le résultat, hein, l'annonce des résultats. Et la CENI aussi, il faut le dire, avait contredit la CENCO dans sa déclaration après que la CENCO avait rendu public son rapport et toutes les déclarations qui avaient suivi la publication de ce rapport. La CENI avait fait remarquer que même dans le propre chiffre de la CENCO, les résultats que la CENCO annonçait n'étaient basés que sur 52%.
Donc, on était loin de dire qui est le vrai vainqueur. Ça, c'est pour la CENI. Alors, nous avons vu le président Kabila recevoir les membres de la CENCO à leur demande, mais je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Tout ce que je sais, qu'ils ont été voir M. Kabila. Au-delà de cela, il y a un article, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé ça, je ne sais pas combien de fois dans ma boîte, un article de New York Times. Je l'ai lu, c'est un article dont l'auteur est M. Steve Wemby, qui est un Congolais, qui est d'ailleurs, il faut le dire, proche de la Mouka. En tout cas, Steve Wemby, parfois, il fait des commentaires sur mes tweets, donc les tweets d'Anglo-Congo. Il a des positions claires, très proches de la Mouka, donc de la coalition qui soutient Martin Fayulu. Il y a M. Thomas Perello, qui est un ancien envoyé spécial des États-Unis en RDC, mais il faut le dire tout de suite que M. Thomas Perello, après cette position-là, il était candidat pour rentrer au Congrès américain. Malheureusement, et cette fois-là, il n'était pas élu parce qu'avant d'être l'envoyé spécial, il était membre du Congrès avant, qui avait fait un grand travail à RDC et qui connaît le terrain, les acteurs. Alors, M. Thomas Perello, actuellement, il travaille avec ce qu'on appelle, enfin, ça va venir, l'organisation qui est dirigée par M. George Soros. Et ce n'est pas un secret. Moi, je le sais, ça fait quelques mois que, non, voilà, Soros s'était beaucoup rapproché disons, des groupes qui soutiennent la Mouka aux États-Unis. Et puis, Soros a toujours travaillé avec Lucha et Filimbi. Alors, ce n'est pas étonnant. Par exemple, vous avez vu M. Anjoulou Mbembe. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Floribert Anjoulou, pas papa Anjoulou Mbembe, Floribert Anjoulou, donc Anjoulou des fils. Donc, sur le même plateau avec M. Olivier Kanouta, ils avaient des points de vue identiques. Et il est même un peu sorti de sa réserve d'un activiste, j'allais dire, d'un acteur de la société civile. Donc, il y a Lucha, il y a Filimbi, qui sont soutenus par l'organisation dirigée par M. Soros. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Déjà, c'était un très mauvais signal qu'au niveau des conseils de sécurité, que les États ne soient pas tombés d'accord sur la position commune à prendre. Et ce qui reflète aussi ce qui se passe au pays. Nous savons que les FCC dit que c'est son candidat qui a gagné. Cash dit que c'est son candidat qui a gagné. La Mouka, évidemment, il dit aussi que c'est son candidat qui a gagné. Donc, on est encore très loin d'une position qui pourrait apaiser tout le monde, mettre tout le monde d'accord. Et pendant ce temps, la guerre des communications continue. Nous autres ici, vous sentez que les gens veulent nous impliquer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit hier qu'ils semblent connaître les vainqueurs. Donne-moi les noms, je vais garder ça. En tout cas, tout de suite, je dois dire, il y en a qui sont branchés. Même si je connaissais les vainqueurs, je ne peux pas moi, participer à ce stade, du moins, à cette polémique, en essayant de prendre une position très partisane. J'ai une source très crédible, mais il faut que je puisse confronter ça avec d'autres sources. Hein? Donc, nous sommes encore dans cette démarche-là. Il faut dire que ce n'est pas facile. Et en plus, en disant tout ce que j'ai dit, la CENCO plutôt, n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un. La CENCO a tout simplement dit, nous connaissons les vrais vainqueurs. Donc, je vois les gens qui tirent sur la CENCO par rapport avec les 40 000 fonds envoyés par la Mouka, qu'on a 6 000 qui s'étaient envoyés à la CENCO. Nous en sommes là encore, hein, certainement des suspicions, mais ce n'est pas mauvais que les gens en parlent. Mais de là à conclure que les noms que la CENCO connaît, c'est le nom de tel ou tel autre, ce n'est pas vrai. Même si ça vient de quelqu'un qui a une certaine notoriété, alors ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas encore officiel, mais on ne peut pas empêcher chaque église de prêcher son évangile.
hein, de donner son message. Alors, ceci est malheureusement aussi dans la presse internationale. Vous voyez, telle presse prendre position en faveur de telle autre. On n'est pas des enfants. On peut comprendre que tel roule pour tel. Mais au-delà de tout cela, nous devons tous garder la lucidité, l'objectivité, même si nous avons des penchants pour l'un ou l'autre. Ce qui n'est pas mauvais. Hein, parce qu'après tout, l'élection a pour résultat, hein, c'est de faire le choix. De choisir une personne et de ne pas choisir une autre. C'est ça l'élection. Donc, ce n'est pas mauvais. Alors, voilà ce que moi, entre-temps, dans cette analyse, donc j'ai profité pour répondre, mais je voudrais dire, comme je l'ai dit d'autres fois, nous pouvons nous rendre compte comment le monde est divisé sur la RDC. Ça s'appelle, merci beaucoup Franck, j'avais oublié, Open Society. Et il m'avait fait l'honneur de me recevoir à Kinshasa en 2015, donc je connais un peu hein, c'est Open Society. Donc, je disais que nous pouvons voir ces manques de consensus entre les nations sur notre pays, un pays en crise, un pays qui a connu des millions de morts, et jusque-là, nous ne connaissons pas la position de CIRGL, hein, qui est l'organisation la plus proche en termes de proximité des pays qui composent cette organisation. CIRGL, je disais, n'a pas encore donné sa position, mais ici, l'Afrique du Sud, c'est un membre très important hein, de la SADC, un membre très important de l'Union africaine, et c'est la SADC, plutôt l'Afrique du Sud, qui préside pour le moment au niveau des Nations Unies. Donc, voilà. À moins qu'il y ait des questions, je suis un peu très bref aujourd'hui parce que je ne me sens pas vraiment bien. J'ai un mot de tête qui m'embête. Voilà. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, nous pouvons toujours les prendre. Et puis, on va clôturer notre direct. Je vous remercie tous, vous tous qui êtes branchés. Alors, où est-ce que nous en sommes? Qui est la première personne à faire un commentaire? Oh, Freddy Mukandi Lamutombo, vous dites from Adelaide. Oh, Adelaide, c'est où? Ok, voilà. Bonsoir, Maman Thérèse. Yvon MK, il dit la Senko, c'était le nom de Fayoulou, elle a dit à Kabila. Bon, moi, je n'ai pas entendu ça. Je pense même pas que, même si l'on dit qu'ils vont le dire en public, je ne crois pas. Lily Rose dit, qu'en pensez-vous des New York Times qui dévoilent que Fayoulou est gagnant? Je viens d'en parler maintenant, donc vous pouvez écrire un article et publier ça sur New York Times. Moi, j'écris des articles qui sont publiés par les journaux Les Potentiels, mais c'est moi l'auteur. Ça n'engage pas les potentiels. Je peux aussi en publier sur un autre média international. Donc, ça ne va qu'engager moi, Anglo-Congo. Mais New York Times, c'est un grand journal. C'est un espace où tout le monde peut intervenir. Et on ne doit pas en vouloir à notre frère Wimby, qui, lui, a écrit un article selon cette tendance. Voilà. Qui d'autre si vous pouvez traduire? Bon, on verra, je verrai. Je ne me sens pas bien traduire. J'ai traduit tellement des choses que, parfois, ma tête chauffe. Alors, Lola Silla, les New Times n'a rien de tu voulais dire New Times. Je ne connais pas New Times. Tu voulais dire New York Times, je crois peut-être. N'a rien dévoilé. Ce n'est pas son avis. L'article est de M. Wimby et ne reporte que les propos de la fameuse Senko. Non, mais lui, il est allé même plus loin que la Senko. Où est-ce que nous en sommes? Il n'y a pas beaucoup de questions là. Ah, merci Freddy, merci.
Pourquoi la Belgique toujours été contre l'UDP? Ça, c'est Serge Niat. Bon, pas la Belgique, hein, c'est les libéraux belges. Généralement, ils ont une position qui est opposée à celle de l'UDPS. On dirait aussi l'UDPS a une position opposée, enfin, qui ne plaît pas aux libéraux belges. Mais des partis tels que NVA, d'autres, ils n'arrivent pas, en tout cas souvent, ils ont, pour le moment, ils ont un point de vue proche de l'UDPS. Donc, Colossal Manadi, CNN Breaking News, les États-Unis d'Amérique viennent d'envoyer les militaires au Gabon comme destination les Congo démocratique, Ebola, et a aidé sortir les ressortissants américains. Merci Colossal Mana. Je vais vérifier ça parce que CNN, c'est une grande chaîne américaine, donc ça ne sera pas se cacher. Déjà, pendant que nous parlons, d'autres gens peuvent fouiller. Et puis, il y a Yvon MK, mais c'est déplorable de voir à ce stade la Senko dire connaître les gagnants et les dit à Kabila. Donc, c'est quelque chose qui sonne mal, car il en a fait déjà pendant les dialogues pour le nom du Premier ministre délégué par Étienne Tshisekedi. Bon, moi, je ne sais pas. Ils ont dit, mais ils n'ont pas révélé à la presse les noms de la personne. Ils peuvent avoir, sur base de leurs données, les noms du vainqueur et que les gens ne puissent pas s'affoler outre mesure. Ça sera soit Félix, ça sera soit Martin Fayulu, ça sera soit Chadari, hein, et même Mokia. Hein. Donc, il y aura un seul élu, mais les restes, c'est la propagande, tout ça, des part et d'autre, hein, c'est la guerre des communications, ça se comprend. Franck Kambundi dit pourquoi cette fois la Senko a décidé de sortir avant l'annonce de la CENI, pendant qu'en 2011, ils n'ont jamais donné le nom du gagnant. Bon, je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais moi, personnellement, je dis, si on s'en tient à ce que la Senko a dit, je trouve que c'est une bonne chose, stratégiquement parlant. Ça met la pression sur la CENI. Nanga nous avait dit qu'on pouvait avoir les résultats au 1er janvier. Ensuite, c'était entre, je crois, les 7 jusqu'au 8. Maintenant, on parle qu'on va aller au-delà même du 15. Donc, et c'est une bonne chose si c'est une stratégie. Et puis, bon, le reste, c'est de la polémique. Hein, donc, les gens posent des questions. Il y en a qui pensent parce que la Senko a dit cela, et nécessairement, c'est Fayulu, parce qu'ils font l'association de téléphones dont nous n'avons pas la preuve, d'abord, de l'envoi. Ensuite, qui les a réceptionnés, on n'a pas la preuve non plus. On ne connaît pas exactement s'il y a eu envoi de téléphones, de 40 000 téléphones. De là à conclure directement que la Senko, je ne fais pas l'avocat de la Senko, je ne dis pas que c'est faux, mais en tout cas, du début jusqu'à la fin de cette affaire, il n'y a pas de preuve. Il n'y a que les déclarations de M. Olivier Kamitatou. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que les choses se trouvent. Bon, mais entre-temps, les gens sont libres de parler de ça. D'ailleurs, c'est ce qui va contribuer à la pression. Hein. Qui d'autre ici? Si impossible, les violences est confirmée. Bon, écoutez, j'ai une information très sûre. Si nous ne faisons pas attention, ben, les choses vont se régler par la force. Hein. Ça, c'est une information très sûre. Et si CNN, si c'est vrai que CNN a annoncé, je dis si, hein, et voilà, les troupes américaines seront au Gabon, tout ça, alors là, il faut prendre ça encore plus au sérieux. Mais j'ai des informations très sûres que, au-delà de tout ce qu'on dit, on pourrait en arriver à la violence. Hein. Quand je parle de la violence, pas seulement entre les civils, les partisans, mais ça pourrait même être un coup de force. Hein. On peut en arriver à des affrontements armés. Voilà. Donc c'est sérieux, c'est pas la polémique comme, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous faisons la polémique comme la polémique de musique. Non, nous parlons du pays et vous pouvez voir
que le monde entier a les yeux sur la RDC, non pas parce qu'ils nous aiment forcément, mais parce que tout simplement, comme je l'ai dit, c'est l'affaire des certains minéraux stratégiques. Il y a un article de Bloomberg pendant cette période d'élection, et il parle de pourquoi le monde a les yeux sur la RDC, le minerai, tout ça. Donc, cette affaire, comme je vous ai dit, le cobalt risque d'avoir des conséquences beaucoup plus graves sur la population congolaise que l'a été les coltans. Voilà. Toponi, comme dit Papa Angloton Période a fait un tweet, il dit qu'il faut apprendre les noms de Martin Fayulu. Et dans ce tweet, il fait beaucoup d'éloges à Martin Fayulu. Selon certaines infos, 4 chancelleries occidentales ont aidé Fayulu comme vainqueur. Qu'en penses-tu? Est-ce que vrai et ou comment est-ce que Kabila va vraiment accepter que Katumbi rentre en force au pays via Fayulu comme président? Trop de questions là-dedans. D'abord, la plupart des diplomates en ce moment ici parlent sous l'anonymat. Hein? Et quand il y a une déclaration qui est faite, qui est couverte d'anonymat, il faut faire très attention. Ça peut être vrai, mais c'est aussi une technique de communication pour donner la crédibilité à l'information dit, d'après un diplomate qui a requis l'anonymat, hein, voilà ça, ça, ça. Bon, quand il y a l'anonymat, on a du mal à dire si l'information est vraie, et même s'il est vrai, on ne sait pas quel diplomate. Mais une chose est vraie, aucun diplomate sérieux ne pourra dire que tel a gagné à la presse. Parce que on doit respecter la procédure qui veut que la CENI, qui est l'organe habilité, parce que tout le monde est allé aux élections, les candidats aux élections organisées par la CENI. Elle n'est pas bonne, nous avons beaucoup de choses à reprocher à cette CENI, mais tous les acteurs ont pris part aux élections organisées par la CENI, dirigée par NAL. Les électeurs sont allés voter selon, sont allés voter, hein, et ils ont utilisé la machine à voter, tout le monde, qui nous était imposée par la CENI. OK? Et c'est la CENI qui va publier les résultats. Maintenant, est-ce que les résultats de la CENI va refléter la vérité? Parce que toute la bataille, en ce moment, c'est autour de la vérité des urnes. Que nous aurons du mal on peut obtenir, mais du mal à imposer. Pourquoi? Parce que si la CENI donne un résultat qui ne reflète pas la vérité des urnes, ça va brouiller les pistes. À moins qu'il y ait des contrôles, hein, au niveau, par exemple, bon, les gens viennent avec des preuves, voilà, par exemple, bureau par bureau, comme l'a dit l'abbé Chollet, hein, des résultats dont les PV sont signés par les agents de la CENI et les témoins. Or, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup de bureaux de vote, les témoins avaient été chassés, les observateurs également. Donc, tout a été fait par Kabila, pour être clair, pour brouiller les pistes. Mais comme je l'ai dit par d'autres moyens, je l'ai dit hier, on peut avoir les résultats et je crois que les résultats existent. Je le sais, les résultats existent. Mais maintenant, il y a des gens, il n'y a pas que la CENI qui a les résultats. Hein. Maintenant, comment faire que la CENI puisse donner les résultats qui semblent être plus ou moins vrais? C'est ça le problème. Et c'est là où Kabila a une influence. Parce que la CENI, il faut le dire, c'est sous son contrôle. C'est pour cela peut-être que la CENCO a dévancé la CENI, hein, en disant nous connaissons déjà les vainqueurs. Bon. Maintenant, le propos du diplomate sud-africain, ça vient aussi brouiller les choses en disant non, ça ce n'est que, je reprends ces propos, ce n'est qu'une ONG. Nous sommes présents là-bas, la SADC et l'Union africaine. J'ai même vu Madame
l'ex-épouse de Jacob Zuma. Donc j'ai compris qu'elle était parmi les observateurs de la SADC, ou peut-être c'est elle qui a conduit la mission. Madame Dlamini Nkosazana Zuma, qui était là, au Congo, pendant les élections. Donc, nous devons attendre. Et je crains que ce soit maintenant quelque chose, bon, ou soit on peut se dire, bon, mettons-nous d'accord, disons qui a gagné. Parce qu'au niveau du Conseil de sécurité, ils ne se sont pas mis d'accord. Va-t-on arriver à un consensus? Va-t-on arriver à une formule pour sortir les pays de la crise? Parce que ces élections font l'objet de controverses. Et malheureusement, la CENI, même si ces résultats sont faux, parce que certainement les résultats de la CENI seront faux, je dis en tout cas à 80%, mais les résultats de la CENI vont créer encore de la confusion. Parce qu'il y aura des gens qui vont prendre ça très au sérieux. Les diplomates sud-africains il dit, hein, il n'y a que la CENI qui doit annoncer les résultats. Et ça, c'est normal selon la loi. Donc voilà ce que je voulais dire. Au niveau des États-Unis, il y a des tendances. Au niveau de l'Europe, il y a des tendances. Au niveau de l'Afrique, il y a des tendances. Hein, et les candidats le plus en vue, donc Fayulu, Félix Tshisekedi et puis M. Ramazani, ils sont là, au-delà des votes qu'ils ont obtenus des Congolais, mais chacun a des groupes à l'extérieur, des forces qui les soutiennent. Et la guerre de communication que vous voyez, elle n'est pas seulement au niveau des Congolais, elle les reflète aussi à un autre niveau, au niveau international, hein, tous ces groupes-là. Donc voilà, quelqu'un vient de me dire que Sonia des RFI a confirmé, attendez, ici, excusez que je regarde, parce que là c'est le direct, donc directement je peux dire, attendez que moi-même j'entre dans les tweets de Sonia, pour ne pas venir dire des choses... Voilà, donc, bon, Sonia vient de dire il y a 4 minutes, aucune déclaration du Conseil de sécurité du huis clos. Donc, je l'ai dit, l'Afrique du Sud s'y est opposée, assure une source diplomatique. Donc, moi, je l'ai dit avant, maintenant il y a 4 minutes que Sonia l'a dit. Donc, voilà, comme je l'ai dit, mais je ne vois pas l'annonce par rapport à l'information de CNN. Donc voilà, quelqu'un était en train de confirmer ce que j'ai dit par rapport à ce qui s'est passé au Conseil de sécurité. Donc, il y a trop de choses et nous devons faire très, très, très attention. MK, si tu as suivi CNN et que tu confirmes l'information, alors fais-moi signe directement pendant que je suis en direct ici. Alors, voilà. Et nous avons, j'ai M. Albert Toumba qui dit, le fameux ambassadeur oublie que l'accord qui a conduit aux élections était un cadre tracé par la CENCO qui a permis de prolonger le mandat de Kabila. L'Afrique du Sud était plus, peut-être, tu voulais dire, quand Kabila voulait se présenter, était pour quand Kabila voulait se présenter pour un 3e mandat, pour parler d'une ONG, on voit qu'il n'a pas la maîtrise de la situation parce qu'il est dans la logique de la SADC. Bon, c'est un point de vue de M. Albert. Je crois que dans ce que vous dites, il y a une vérité, ce qui est vrai, l'accord qui sert de cadre hein, de tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais cet accord a été, la démarche de la CENCO a été, j'allais dire, endossée par l'ONU. C'est comme ça qu'immédiatement après cet accord, l'ONU était le premier à saluer la signature de cet accord. Donc la CENCO a été désignée pour faire la médiation, mais l'initiative est venue de l'ONU. Les dialogues, c'est l'initiative de l'ONU. Je ne raconte pas n'importe quoi. On peut rentrer dans les archives. C'est Ban Ki-moon est même venu à Kinshasa.
quand il y avait encore la dynamique de l'opposition qui ne voulait pas s'impliquer dans les dialogues, il a reçu les différents acteurs, y compris la CENCO, pour leur dire la voie de sortie pour votre pays, c'est le dialogue. Alors, mais la CENCO, après qu'on ait tenté avec M. Edem Kodjo, qui était appuyé par l'Union africaine, après on a trouvé que c'est la CENCO qui pouvait faire ce travail. Donc, la CENCO a joué la médiation avec la bénédiction de la communauté internationale. Voilà. Mais il est vrai aussi que l'Afrique du Sud, surtout sous le mandat Zuma, était beaucoup plus du côté de Kabila, ça c'est vrai, mais les choses ont beaucoup changé sous le mandat de M. Cyril Ramaphosa. Mais il est vrai aussi, comme l'a dit M. Albert, dans cette histoire, tous ces pays qui interviennent chez nous, dans cette crise, chacun, il y en a qui ont des intérêts, et leur position ne peut pas aller à l'encontre de leurs intérêts. La position ne peut pas aller à l'encontre de leurs intérêts. Donc, l'Afrique du Sud a des intérêts énormes en RDC. Quelque part, leur position est influencée par le fait que ce pays a des intérêts en RDC. Merci beaucoup, M. Lebert. C'était pertinent comme opinion. Alors, Oscar Moukadimba il dit, c'est comme si la presse anglo-saxonne plébiscite Félix et francophone Fayulu Please explain us. Ah oui, il y a cette tendance-là qui existe. J'allais dire, mais en dehors de ça, faisons très attention, ne confondons pas les... Moi, l'Anglo-Congo peut avoir une opinion. Dans la presse, un journal peut avoir une opinion, peut avoir une tendance, une ligne à suivre. Donc, je peux émettre une opinion, mais comme ça vient peut-être d'un journal puissant, vous risquez de prendre ça. Si je suis des New York Times, des Washington Post, je cite par exemple de Foreign Policy, une opinion exprimée là-bas va atteindre une grande audience et cela s'accompagne avec le prestige de cet organe de presse. Mais cela ne veut pas dire forcément que c'est la vérité. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes là dans une guerre médiatique extraordinaire et derrière ça, il y a beaucoup d'argent. Pour avoir un espace à New York Times, à Washington Post, si vous-même vous allez demander ça, vous devez casquer de l'argent. Donc, il y a certainement des gens qui sont en train de dépenser de l'argent pour faire cette communication et de part et d'autre. Voilà. Mais il y a aussi le fait que ces clivages-là traduit un peu ces manques de consensus sur notre pays. Il y a des intérêts qui sont opposés. C'est pour cela que j'ai dit nous devons faire très attention. Ça peut finir parce qu'il faut que quelqu'un perde. S'il n'y a pas un consensus, ça peut finir par la force sur terrain, une force militaire. Voilà. Mais je crois, maman, Mandoline Avery dit, ne trouvez-vous pas que les impérialistes et les multinationaux sont derrière Fayulu? Bon, certainement, Fayulu a travaillé pour une multinationale pendant longtemps. Moi, Mobiloy, ExxonMobil. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, il fut l'un des patrons de Fayulu, qu'il avait d'ailleurs, à un moment donné, une des nominations de Fayulu d'affectation, c'était ce monsieur-là qui l'avait fait. Donc, pour avoir travaillé avec ExxonMobil, Fayulu n'est pas inconnu dans le monde des multinationales. Hein. C'est l'une des grandes multinationales dans le domaine de l'énergie, donc du pétrole. Et bon, c'est fort possible. Hein. Mais moi, j'ai eu l'occasion de lui poser la question en face. C'était en 2017. Je lui ai posé la question. J'ai dit, monsieur Fayulu, nous sommes ici à Washington. Est-ce que, au-delà de tout ce que vous faites, vous ne proposez pas des contrats aux partenaires américains? Parce que c'est ce qui fait Kabila. S'il n'y a pas intérêt, les Américains, les Congo, ça sera quoi? Ça ne va pas les intéresser. Hein? L'Afrique du Sud, ça ne va pas beaucoup les intéresser. Donc, tous ces pays-là viennent chez nous par intérêt, ce qui est normal. C'est comme ça que tous les États fonctionnent. Alors, oh my goodness, sorry. Yes.
Speaking. Donc, quand je lui ai posé la question, d'abord, je l'avais fait expressement parce que je sais que il doit être bien introduit dans les multinationales. Il n'a pas voulu me répondre. Hein. La réponse qu'il m'avait donnée, en fait, ce n'est pas une réponse qui cadrait avec ma question. J'avais compris que ces genres de choses se font sous la table. On ne les dit pas en public. Et c'était normal hein, qu'ils ne répondent pas ouvertement parce qu'on ne sait pas qui était dans la salle. Mais en disant cela, je dois dire qu'il ne peut pas être le seul. Le monde aujourd'hui ne fonctionne pas comme ça. Les multinationales jouent un grand rôle, même pour les élections des dirigeants européens, occidentaux, même ailleurs. Et donc, certainement, du côté des cash, ils doivent avoir aussi des appuis, je dis certainement, des appuis de certaines multinationales. Et il en est aussi vrai du côté de FCC, d'ailleurs, eux, c'est connu. Hein. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Ce n'est pas seulement Fayoulou, certainement, les autres aussi des contacts à gauche et à droite. Alors, ça, là, c'était Maman Mandolina. Franck Kamboudi dit pourquoi le Senko peut le risquer de connaître le nom du gagnant pendant que le dépouillement n'est pas fini. Bon, est-ce que le dépouillement n'est pas fini complètement? Le problème de la CENI, elle a perdu beaucoup de crédibilité. Au point que même quand elle dit la vérité, c'est un fait que cette vérité souffre de manque de crédibilité de la CENI. Alors, qui sait si cette fois la CENI dit la vérité? Qui sait si la CENI est en train de mentir? C'est tout le problème, comme je l'ai dit. La CENI n'est pas crédible vis-à-vis de l'opinion. Elle dit que le dépouillement, c'est à 40%. Comment croire? Avec la CENI, il faut vérifier. Avec la CENI, il faut vérifier. Mais il faut dire qu'avec la CENCO jouit quand même d'une certaine crédibilité, mais comme ce sont des êtres humains, il faut toujours aussi vérifier. C'est pour cela que j'ai dit, les gens peuvent faire des critiques sur la position de la CENI, ça les gens sont libres, mais qu'on n'en arrive pas à faire la diabolisation plutôt de la CENCO, non. Parce que jusque-là, la CENCO n'a pas donné le nom du gagnant. N'a pas donné le nom du gagnant. Mais on peut critiquer objectivement la CENCO. On peut critiquer objectivement la CENCO. On saura si le dépouillement est fini ou pas. Est-ce que les organismes, ça c'est Serge Niat qui dit qu'ils font les lobbying pour les comptes de l'UDPS, ça sont efficaces? Bon, je ne sais pas, hein. L'efficacité se juge par les résultats, mais en tout cas, je suis en train de me dire, je l'ai toujours dit, l'UDPS a certainement un lobby, même si ce n'est pas visible. Hein. Quand vous entrez dans le website du ministère de la Justice des États-Unis, vous n'avez le nom de l'UDPS n'apparaît pas là-bas. Ah, voilà, il y a seulement les tout derniers, hein, c'est à Seattle, aux États-Unis, c'est le tout premier qui s'était affiché, où on voit que bon, il y a un lobby qui soutient M. Félix Tshisekedi. Mais bien avant, je suis convaincu que l'UDPS a un lobby. Parce qu'on peut en avoir plusieurs, hein, bien avant, parce qu'avoir les soutiens sur le plan international et tout ça, on peut se dire que ce n'est pas par hasard. C'est vrai que c'est le parti le mieux implanté de tous les partis de l'opposition, mais sur le plan international, l'UDPS a des entrées, ça c'est clair. Au niveau du continent, au niveau des États-Unis, mais l'efficacité, je ne saurais dire. Mais ils doivent avoir ça. Seulement, j'ai constaté qu'à l'UDPS, ils n'exhibent pas. À l'exception, et c'est une grande première, avec un lobby qui s'était affiché pour s'occuper de la communication de M. Félix Tshisekedi. Donc, ils ont certainement un lobby aussi qui travaille pour eux. Et ce n'est pas la première fois. La guerre des lobbies, même la presse américaine en avait parlé pour les élections au Congo. Les lobbies très puissants aux États-Unis
sont en train de se faire la guerre là-bas concernant la RDC. Parce que c'était un gros morceau. C'était un gros morceau, la RDC. Hein. C'est vraiment un gros morceau. Alors, où est-ce que nous en sommes? Dieu merci, Kalombedi Anglo. Veuillez m'envoyer les documents qui listent les minéraux stratégiques. Malheureusement, la personne qui m'avait donné, beaucoup de gens m'ont déjà demandé ça, et il m'avait dit que je ne donne pas d'autres gens. Je suis désolé, je dois vous dire ça ouvertement, parce que ce n'est pas... Quand vous allez sur US Geological Survey, moi je suis allé là-bas dans leur website, vous ne trouvez pas ces documents-là. Vous ne les trouvez pas. Hein. Vous pouvez entrer sur... Maintenant, là, pendant que je vous parle, vous ne les trouverez pas. Donc, la personne m'avait dit que je ne partage pas, je dois mériter sa confiance. Il me l'avait dit pour faciliter mes analyses parce que j'avais touché les sujets des cobalt. J'avais fait, je crois, une série de 3 émissions des analyses sur les minéraux stratégiques. Alors, pour enrichir l'analyse, c'est comme ça qu'il m'avait dit, bon, je vais t'envoyer ça et j'ai vérifié, c'était un document authentique. Il faut vraiment lire. J'espère que peut-être cette année, ça sera mis à la disposition du public. Alors, Serge Niat dit, est-ce que les organismes qui font... Non, ça j'avais déjà répondu, excusez-moi. Oh my goodness. Attendez, ça c'est mon beau-père, je lui dois du respect. Allô, papa? Je fais les directs, je vous rappelle dans, disons, dans 10-15 minutes. Je vous en prie. Excusez-moi, là c'est les beaux-pères, donc je devrais répondre. Alors voilà, j'étais en train de dire que voilà, où est-ce que j'en étais? Je parlais de minéraux stratégiques, tout ça. C'est comme ça qu'on m'a donné ça. Alors voilà, passons. Je suis autre chose aussi, ça c'est Phoenix Sahel, il dit, autre chose aussi que je pense, et que tout ce que dit Kamita est à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'il expérimentait à la manipulation, voire la communication de la Mouka durant la campagne électorale basée sur les montages. Donc ça c'est votre opinion. Apparemment, ça c'est Serge Niat, à l'Angola et l'Afrique du Sud soutiennent cash au vu de ce que rapportent leurs médias. Apparemment. Hein, restons dans les termes apparemment, mais avec la réunion du Conseil de sécurité, il apparaît clairement que certains pays africains ont une position contraire à certains pays européens. Il faut être très clair là-dessus. Et d'ailleurs, je pourrais vous faire une confidence. Quand l'accord de Genève a éclaté, hein, donc quand à la naissance de Cash, un président africain avait lâché une phrase en disant « ça ne pouvait qu'arriver, nous n'allons pas accepter que ces gens-là continuent à exploiter la RDC » et ils ont laissé là-bas le MES. Le MES, c'est les désordres, les chaos, tout ce que vous voulez. Et donc, je savais que, comme je le disais, que Cash jouissait de certains soutiens au niveau du continent africain, qui avait une lutte sérieuse entre certains milieux en Europe et certains pays plus influents en Afrique. Hein. Et donc, même au niveau des États-Unis, donc ce n'est pas un secret. Voilà. Donc, c'est une lutte autour de notre pays et nous devons prier pour que nous puissions trouver notre compte. Que ce soit un candidat de Lamouka qui gagne, que ce soit les candidats de Cash, mais il faut que le peuple trouve son compte. Parce que le plus grand perdant, si on ne fait pas attention, ça sera le peuple. Voilà. Félix Salé dit encore autre chose aussi que je pense que tout ce que... Non, ça j'avais déjà lu. Sénateur Tshisekedi Poutine dit Anglo-Congo, vous remarquez que l'histoire des 40 000 smartphones, c'est juste bluff, puisque juste lorsque tu calcules 40 000 plus $200, ça fait 800 000. Or, la Mouka a eu des problèmes de paiement de leur jet privé où les prix de location de jet n'est pas plus de 100 000. C'est là nous amène à une
catégorisation de l'imbécilisation collective de la politique de l'avocat. Ah, je n'entre pas dans ça. Mais là, tu es en train de faire des calculs, tu donnes des informations, comme quoi, bon, ils n'ont pas pu payer les jets privés, machin, je ne sais pas. Je ne connais pas leur bourse, hein, donc je me limite là. Et ça peut, mais ce que je dis, ça peut être simplement une communication. Comme je l'ai dit, il y a une guerre de communication qui ne dit pas son nom. Ah, je suis très content. Il y a M. Prouvert qui est aussi branché. Merci, M. Prouvert. Alors, Denis Moulson, Molunda, il dit CNN a fait quoi? Ah, c'est pour cela que j'ai dit, pendant cette période, il faut vraiment prendre des informations avec beaucoup de discernement. Il faut vérifier les sources, hein, sinon on risque de tout gober parce que nous sommes dans une période où tout le monde cherche à influencer l'opinion de son côté. Voilà. El Kouri Kingwood dit Anglo, je t'ai envoyé un article inbox sur les troupes américaines. Ils ont déployé 80, tu voulais dire 80 éléments, ils vont en rajouter encore. Ah bon? Donc, on va vérifier. Oui, voilà. Donc, CNN, oui, apparemment, oui. CNN a annoncé l'envoi des troupes. Voilà. Et là, c'est du sérieux, c'est leur site. Voilà. Dan, OK. Ah. Oui, effectivement, on les a envoyés au Gabon. Alors, j'arrête ça tout de suite parce que ça va faire des bruits. Donc, merci beaucoup. Merci, oui. Donc, là, c'est sérieux, alors. C'est sérieux. Mais est-ce que on doit prendre ça comme un signal? Ils ne viennent pas pour faire la guerre aux militaires congolais. On n'a qu'à regarder la taille. Certainement, c'est pour secourir, assurer la sortie de leurs ressortissants et veiller peut-être sur leurs intérêts. Mais faisons très attention dans ce genre d'intervention. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ici, je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais dit avant, sur la présence militaire américaine sur les continents africains. Je vous avais dit qu'ils ont deux sortes de bases. Il y a des bases, une base vraiment full base militaire, et puis il y a ce qu'ils appellent des bases de réserve. Et les Gabon était l'un des pays où il y avait une base de réserve des Américains. C'est-à-dire, ils passent un contrat avec le gouvernement gabonais, peuvent trouver un aéroport peut-être de petite taille au Gabon, ils viennent élargir cet aéroport, ils mettent des matériels de surveillance là-bas, ils laissent un petit personnel militaire sur place, hein, mais s'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à une base militaire proprement dite, ils se replient sur la base des réserves et à partir de là, ils peuvent maintenant faire leurs opérations. Et les Américains sont très, très présents militairement en Afrique comme jamais avant. Dans le pays tels que les Niger aujourd'hui, ils ont à peu près, si vous prenez les bases des réserves, ils en ont déjà à peu près 5. Et il y a même des bases des réserves, quand on regarde la taille l'importance de l'équipement militaire, le nombre de... Parfois même, ils peuvent envoyer un petit nombre de Marines, mais ils forment des gens sur place, ils leur donnent une formation, et ces gens-là travaillent pour les Américains. Au Ghana, par exemple, il y a la polémique. On ne parle pas d'une base comme telle, mais quand on regarde les infrastructures militaires qu'ils ont amenées là-bas, les nombres la qualité même des militaires qu'ils ont envoyés, on se dit, mais ça, c'est une base. C'est le cas au Kenya. Donc, les Gabon, c'est le pays le plus proche. Le Gabon qui est dans les girons français, hein, c'est le pays le plus proche qui a une base de chez nous. Il y a aussi les Cameroun. La raison, c'est toujours, ah non, écoutez, c'est pour combattre le terrorisme, mais ça sert de prétexte pour contrer la présence russe, présence militaire russe, parce que les Russes sont chez nous. Tous les militaires, les pilotes que vous voyez là, oh non, les Ilushin et Kwei, tout ça, la plupart, c'est des militaires, des anciens pilotes des chasses russes ou ukrainiens qui viennent chez nous et ils sont utilisés par les services de Kabila. Et vous avez à côté de chez nous, en République centrafricaine, la présence militaire russe là-bas qui est en train d'accroître, hein, en hommes et en matériel. Donc,
c'est une façon pour les Américains aussi d'être présents. Merci beaucoup à Kouri, parce que je ne voulais pas donner des fausses informations. Donc, voilà, je prends l'autre commentaire. Je dois arrêter parce que ma tête, là, commence à chauffer. J'ai posté un... Non, ça, on m'a déjà envoyé ça. Merci Desmond Tutu. Donc, je viens de parler de ça. Et merci beaucoup. Maman Rose m'a envoyé ça aussi. Merci. Simon Kabouya dit, je viens d'arriver, avez-vous parlé de Tom Periolo? Oui, j'ai parlé de lui. Donc, il faut, après l'analyse, il faut rentrer pour suivre ça, pour que je ne me répète pas. Ça sera ennuyant d'ailleurs pour ceux qui ont déjà suivi. Monsieur Bruno, bienvenue pour le 17 forces militaires sera à l'avantage de qui? D'abord, ça sera à l'avantage des Américains. Hein, sans trop réfléchir d'abord, à l'avantage des Américains. Maintenant, quand vous dites de qui, vous voulez parler des acteurs sur place au Congo. À ce stade, ils ne peuvent pas dire. À ce stade, ils ne peuvent pas dire, mais c'est leur action sur terrain. Vous savez, quand on a attaqué les Rwandais par les FPR à partir de l'Ouganda, quand vous rentrez dans les archives, vous verrez que l'Ouganda, les Français savaient que les Américains sont derrière, mais ils avaient du mal à donner des évidences. Hein. Et les Américains condamnaient les attaques du FPR contre les gouvernements rwandais qu'ils présentaient comme un gouvernement légitime. Et ils disaient que non, et le problème doit se régler par la diplomatie, il faut que l'Union africaine s'implique, tout ça. Mais c'est eux qui étaient derrière. Donc, les États pratiquent l'hypocrisie. Ils disent une chose, mais ils font autre chose sur le terrain. Mais quand, finalement, l'FPR a fait beaucoup d'avancées, hein, l'Ouganda s'est affiché ouvertement, et quand le Rwanda, finalement, le président Beriman a été tué, l'FPR a pris le pouvoir, les Américains et les Britanniques se sont affichés ouvertement qu'ils étaient derrière le Paul Kagame. Donc, à ce stade, ils viennent d'abord, ah non, c'est pour évacuer nos ressortissants, tout ça. But comme on dit en anglais, let's wait and see. Attendons voir. Mais certainement, ils vont prendre position pour quelqu'un, mais à ce stade, ils ne peuvent pas les dire. On verra. Mais ceux qui peuvent faire la lecture, ils pourront comprendre. Hein, ou bien ceux qui m'ont suivi dans le passé, il y a des choses, des signes qui montrent que non, voilà. Je vous ai dit, par exemple, quand je parlais de Nairobi, il y en a qui pensaient, je vous ai dit que quand Nairobi, on ne peut pas laisser les opposants venir signer des accords là-bas. Les Africains, les dirigeants africains, la plupart, sont soit des dictateurs, soit des démocrates, mais démocrates avec... Généralement, ils sont mal élus. Et il y a une solidarité entre les chefs d'État. Parce que si tu reçois des opposants chez toi, eh bien, généralement, il faut informer ton homologue, hein, dont les opposants sont des ressortissants du pays que tu diriges. Parce que si tu les fais, bon, Kabila peut aussi recevoir tes opposants chez lui. Hein. Donc, il se préserve, il se protège. Mais si ça vient de l'extérieur, il y a une force, une puissance, hein, finalement, ils le font parce qu'ils font la politique de certaines puissances Et les Kenyans, c'est clair que le Kenya, c'est la sorte des Américains, ils font la police des Américains dans la corne de l'Afrique, vous prenez la Somalie, tout ça, hein, et il y a des bases militaires, il y a 2 bases militaires américaines, 3 d'ailleurs, au Kenya. Donc, c'était clair quand on connaît la géopolitique, mais plus le temps passe, plus ce que nous disions, cela se confirme. Voilà. Donc, il est question de prendre les choses, les mettre de bout en bout pour se faire une idée. Bon, reste à savoir si ça va se confirmer dans l'avenir, parce qu'une analyse, ce n'est pas une prophétie. Hein. Alors, il y a trop de questions. Il faut que je sélectionne et puis je dois m'arrêter quelque part. Hein. Excusez-moi. Je vais m'arrêter avec Rodrigo Darius, Princento. Alors, je reprends ici qui Monsieur Mardoché dit Anglo-Congo, je vous ai écrit pour la chaîne
YouTube sans suite. Non, je n'ai pas vu ça, Mardoché. Immédiatement. Alors, prenons rendez-vous. Après, parce qu'immédiatement après l'analyse, c'était d'hier ou d'avant-hier, je ne me rappelle plus, je suis allé dans ma boîte, je ne t'ai pas vu me faire un signe. Donc, prenons encore rendez-vous juste après cette émission, comme ça, on va échanger. Ginette Moupande dit bonsoir Papa Mlo Congo. La Senko dit n'avoir observé que la moitié des bureaux. Alors comment peut-on déclarer connaître les noms du vainqueur de ces élections? Bon, des choses. Parce qu'il parle des 52%, un peu plus, parce que 52, quelque chose. Si les vainqueurs a eu beaucoup de voix, déjà 52%, on peut dire que quelqu'un a gagné. 52%, on peut dire que quelqu'un a gagné. Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que les vainqueurs, il y a eu vraiment ce qu'on dit raz-de-marée, donc il doit avoir gagné avec beaucoup de pourcentages. Autre chose, avec 52%, si c'est serré entre les deux premiers, on aura du mal à dire que réellement, il y a un vainqueur clair, net. Voilà. C'est ce que je peux dire, mais je crois que, bon, écoutez, quand nous parlons de la Senko c'est l'Église catholique, mais la Senko c'est aussi l'État du Vatican. Il faut distinguer les choses. La Senko agit à ces deux titres. Vatican étant un État, donc s'engage avec les autres États. Le Vatican peut prendre une position en tant qu'État. Comme les autres pays sont en train de prendre position. Et quand le diplomate sud-africain est en train de parler, vous pouvez sentir que, bien qu'il dit la Senko c'est une ONG, donc il considère le Vatican comme un État. La Senko comme quelque chose qui représente un État, et entre les États, on n'est pas forcé d'avoir le même point de vue. Alors, continuons. Apparemment, la Senko a travaillé comme agent de la compilation de la Mouka. Ça, c'est Franck Amboudou. Bon, vous dites apparemment, moi, je n'en ai pas de preuves. J'ai dit, on en est encore à des soupçons et qu'on ne doit pas prendre pour des vérités. Hein, pour ne pas... Alors, Michel Albert revient, Albert, il dit, la Senko a la confiance de la population congolaise qui redoute et se méfie de la SADC, de l'Union africaine. Ils ne pourront pas s'imposer facilement contre la vérité exprimée par cette population qui est le premier acteur concerné par les résultats qui s'attendent à une opposition farouche selon les infos qui nous viennent du pays. Bon, écoutez, la Senko a la confiance de la population congolaise. La Senko représente une religion, enfin, on va dire, un courant de religion christianisme. Hein. Pour être franc avec vous, ce n'est pas la confiance aveugle. Ce n'est pas on connaît la Senko chez nous. Et on dit qu'elle est crédible. Mais elle est composée des hommes. Elle est composée des hommes, M. Albert. La Senko jouit d'une certaine crédibilité. De par son influence dans le pays, il y a beaucoup de Congolais qui sont des catholiques. La moitié, à peu près la moitié, parce que les statistiques ont changé. Je vous recommande d'aller dans le website du département d'État. Il y a un rapport sur, j'en ai parlé hier, sur les religions chez nous, la montée de l'islam. L'Église catholique représente à peu près 50% dans la population congolaise. Les églises de réveil ont connu une poussée extraordinaire. Et d'ailleurs, Monseigneur, plutôt cardinal Monseigneur l'a dit une fois, il avait un discours très critique vis-à-vis des églises de réveil parce que ce sont elles qui ont beaucoup, j'allais dire, pris le fidèle. Il y a eu un mouvement migratoire hein, en termes de foi des gens de l'église catholique vers l'église des réveils. Mais ces derniers temps, il y avait aussi un autre mouvement vers les églises des réveils pour l'église catholique, mais pas dans la même proportion. Les églises des réveils ont connu pousser. Si ces églises étaient très organisées, elles joueraient un rôle politique
très significatif dans le pays. Les problèmes de ces églises, elles ne sont pas très organisées, elles n'ont peut-être pas les moyens de l'église catholique, mais c'est surtout l'organisation parce qu'on voit aujourd'hui comment ces églises font faire monter des bâtisses à Kinshasa. Hein. On voit, il y a des pasteurs qui sont riches, c'est le cas au Nigeria, vous avez des pasteurs multimilliardaires, mais comme ils ne sont pas aussi organisés que l'église catholique, c'est là entame leur efficacité. Donc, si on doit prendre par rapport au poids démographique, c'est partagé. C'est partagé. Mais l'Église catholique reste la mieux organisée au Congo et comme à travers le monde. Et elle est beaucoup plus impliquée dans les œuvres sociales. Et ça, c'est depuis des siècles que toutes les autres églises, les protestants aussi sont très impliqués dans les œuvres sociales. Et voilà. Mais elle est aussi, il faut le dire, l'Église catholique est la plus impliquée dans la politique. Hein. C'est depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, hein, plus impliquée dans la politique. Elle joue un rôle très important de premier plan. C'est sur ce point-là, donc, sa voix est très écoutée, tant au pays qu'à l'extérieur. Mais non, parce que vous essayez de faire la comparaison avec la SADC, ne minimisons pas ces organisations. La SADC, l'Union africaine, nous devons faire très attention. En 2011, le cardinal Mosengo avait critiqué les résultats. La CENCO s'en était résigné à dire que les résultats, je n'ai plus ça en mémoire, mais en tout cas, n'étaient pas totalement en faveur des résultats donnés. Mais la SADC, l'Union africaine, avait endossé ces résultats et Kabila était resté président. Donc, soyons très réalistes. C'est pas parce que, ça, tout le monde le sait, hein, ils n'ont pas une... C'est des organisations qui soutiennent les dictateurs, dans la plupart des cas. Ça, il faut le dire. L'Union africaine, la SADC, j'ai parlé d'ailleurs avec un ami qui a travaillé avec la SADC, qui me dit, mais il a appuyé ce que j'avais dit dans une analyse, il dit, mais ces gens-là se protègent. Mais il y a eu quand même des cas où ils ont favorisé, ils ont fait des choses telles qu'à Madagascar, on a vu les élections. Bon, mais tous les autres pays-là, ils viennent et tout ça, bon, finalement, le cas le plus récent aussi, c'est le Zimbabwe. Ils ont cautionné les résultats alors qu'il y avait une tricherie. Voilà. Mais sur le plan international, ils sont beaucoup plus efficaces. Beaucoup plus considérés que la CENCO. Beaucoup plus considérés. Parce qu'il s'agit des États. Il s'agit là des États. Un État comme l'Afrique du Sud, il ne faut pas... L'Afrique du Sud, quand elle parle, le monde écoute. Alors, il y a, je crois que c'est un frère, Bemba Mouvement Dynamique, qui dit, mon frère anglo-congo, sur CNN, le président Trump ordonne le déploiement de marines et autres forces américaines à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Donc là, c'est très, très sérieux et ça va changer les choses, enfin, ça va faire accélérer les choses. Desmond, quand tu dis, j'ai posté un statut, oui, merci, c'est toujours sur CNN, merci beaucoup. Alors, ceux qui ne m'ont pas encore envoyé, please, parce qu'on m'envoie tellement de choses, ne m'envoyez plus ça, envoyez-moi autre information crédible. Ceux qui m'ont déjà envoyé, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, Maman Rose, vous m'avez aussi envoyé. Alors, continuons. Cette force militaire sera à l'avantage de qui j'ai déjà répondu à Bruno, on le saura. Edo Komba a dit, mes excuses, juste votre avis. Qu'est-ce qui fait que nous, Congolais, détenteurs des intérêts de tout le monde, n'arrivons pas à nous constituer en lobby pour être une force dans les rendez-vous d'y donner et d'y recevoir? Pourquoi il n'y a pas cette cohésion protectrice? N'est pas possible? Sommes-nous une cause perdue? Ça, c'est une question difficile, Edo, hein? Ça va demander beaucoup de temps, mais écoutez, d'abord, nous sommes une jeune nation, ça fait 50 ans, et
même en étant comme une nation, on peut voir par nos prises de position qui s'alignent sur nos provinces, sur nos ethnies, nos tribus, que nous sommes encore en construction pour vraiment devenir une nation solide et cohérente. Nous sommes dans ces processus-là, comme beaucoup d'États africains. Mais nous avons aussi un problème, c'est-à-dire que notre pays a été au centre de la lutte entre beaucoup de puissances dès déjà le partage de l'Afrique. C'est comme ça que la Belgique, qui est un petit État en Europe, en taille et même moyen économique, s'était tapé, les rois d'ailleurs, belges, s'étaient tapé le Congo, parce que entre les États, les grandes puissances de l'époque, l'Europe venait de sortir de plusieurs années de guerre, ne voulait pas se tirer dessus à cause de l'Afrique, et particulièrement aussi du Congo. Donc, nous sommes un pays de consensus entre les puissances ou des conflits. Qui dit consensus, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait divergence ou conflit. Alors, après l'indépendance, nous nous sommes retrouvés, la classe politique, elle était partagée à l'image des puissances qui se battaient autour de notre pays. Et cette réalité a continué jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que même au niveau de l'opinion nationale, on peut voir cela. Mais il y a quand même des moments où les Congolais se sont réveillés en tant que peuple pour parler d'une seule voix. Il y a eu dans l'histoire du Congo des rendez-vous pareils. Mais c'est constitué un lobby. Bon. Ça s'est fait déjà, mais souvent, nous allons en divergence, nous allons en prenant des voix soit opposées. Il y a des moments où il y a la convergence, il y a des moments où on s'oppose. Et au niveau de l'extérieur, il y a aussi des forces qui contribuent à cela. N'oubliez pas, la Belgique, dans sa diversité culturelle, joue un grand rôle sur la situation du Congo, du moins sur le plan de la présentation de ce que les Congolais. Ils se font passer pour des experts du Congo. Il faut lire les derniers tweets de M. Didier Reynders sur la RDC. Ils se font encore écouter, cela a beaucoup changé, c'est vrai, mais comme des experts du Congo. Ils ont leurs intérêts. Et ça contribue aussi à faire que nous ne puissions pas, quelque part, être unis quand il s'agit de lobbying à l'extérieur. Il y a aussi les partis politiques, il faut le dire. Il y a les partis politiques, tout ça. Donc, voilà. Il y a les pays voisins aussi. Donc, c'est ça notre, je ne sais pas, notre situation. C'est peut-être un malheur. Kibamba, Albert, il dit, peux-tu m'expliquer comment un candidat peut être élu sur tout le pays sans cette fois-ci être élu dans le Grand Kassai? Bon, d'abord, j'aimerais dire une chose, parce qu'en français, il y a quand même des sensibilités. Vous pouvez les tutoyer, hein, ce n'est pas un problème, nous sommes entre nous, comme l'a fait Kibamba. Donc, ce n'est pas grave. Et bon, je ne sais pas. Il est vrai que Fayulu n'a pas bâti campagne au Kassai. Il a donné la raison parce qu'on a arrêté la campagne avant que la campagne que la période de campagne finisse, quelques jours avant. On poserait la même question aussi pour Cash, qui n'est pas allé battre campagne au Kindu. Hein? Dans les bandes non plus, je crois. Cash n'y est pas allé. Je ne sais pas. Non, c'est comme s'ils sont passés par Bandundu. Je ne suis pas très sûr. Oui, Cash est passé par une province. Je ne me rappelle plus. Donc, cette campagne n'a pas permis à tous les acteurs politiques d'aller partout dans le pays. Bon, les opposants, il faut les dire, ont commencé la campagne en retard. Mais c'est Chadari, avec les moyens de l'État, il est le seul qui a fait le plus des provinces. Hein, ça, c'est fact, c'est un fait. Et d'ailleurs, les gens qui les soutiennent, ils disent qu'il doit gagner parce qu'il est le seul qui a fait toutes les provinces. Bon. Mais non. Donc, M. Fayulu n'étant pas parti au Kassai, faire campagne, il a dit dans son agenda, il était question qu'il aille au Kassai. Bon, je ne sais pas, l'électorat de l'espace kassaïen représente combien en termes de pourcentage, je n'ai pas ça dans ma tête.
Mais il est vrai que dans une élection à 5 tours, ce serait mieux que chaque candidat puisse aller partout, ou bien que quelqu'un batte campagne sur terrain pour lui. Voilà. Alors, on saura. Si c'est là, on aura certainement un impact sur les résultats. Cela est vrai pour lui, cela est vrai pour Cash, dont les candidats, M. Félix Tshisekedi, n'a pas été à Kindu. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais les gens votent, pas fort. La campagne, c'est pour aller booster. Ils ont des partis qui sont représentés dans ces provinces-là. Ils peuvent donner, quand ils donnent la consigne, même en l'absence de leur candidat, ils peuvent voter. Mbutamutu Gizenga a été élu tout en restant à Kinshasa. Enfin, il a obtenu le score qu'il avait obtenu, les gens diront, c'est beaucoup plus ancré dans les Bandundu, surtout dans les Kulu, c'est vrai, et à Kinshasa. Il était resté sur place. Donc, on verra comment les choses vont aller. On ne saurait pas répondre avec précision là-dessus. M. Albert revient encore aujourd'hui, il revient beaucoup. Albert, ça c'est votre dernière intervention. Je peux me permettre de vous dire ça parce que c'est toi qui fais qu'on l'on prolonge, alors que j'ai dit ma tête me fait mal. Alors, c'est mon pote, quoi, ne vous en faites pas, hein. Je peux lui dire ça. Ah voilà, j'étais perdu là, Albert, donc tu es censuré. Non, non, tu es là. La SECO a la confiance de la population. Non, non, ça j'avais déjà dit. Excusez-moi, Albert. Donc, je suis revenu sur ce que tu avais déjà dit. Ginette Moupanda dit, bonsoir papa Anglo-Congo. Les Congos dit n'avoir observé que la moitié, la SECO. Alors ça, j'ai déjà aussi répondu, excusez-moi. Serge Niat dit, apparemment, nous, Congolais, ne comprenons pas les enjeux actuels dans notre pays. Si je vois tous ces mouvements diplomatiques, ça cache beaucoup de choses. Ouais. Et laissez-moi vous dire, vous voyez l'intervention des Américains chez nous là. Moi, personnellement, je m'y attendais. Hein. C'était un problème d'opportunité. Parce qu'ils étaient déjà, ces gens-là que vous voyez au Gabon étaient déjà, pas été peut-être, ils sont encore en Brazzaville. Il y avait aussi des éléments, une force spéciale qui était déployée à Kinshasa, un petit nombre. Hein. Alors c'est comme s'ils cherchaient une opportunité déjà, et si vous prenez ça par rapport à la guerre entre les grandes puissances, parce que l'Afrique, en suivant M. John Bolton, qui est le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Donald Trump, quand il a présenté la stratégie de la Maison-Blanche concernant l'Afrique, on peut se rendre compte par ses propos que l'Afrique fait l'objet d'une lutte terrible, plus qu'avant, hein, entre les grandes puissances. Donc, c'est comme si nous sommes rentrés à la guerre froide. Il a dit clairement qu'ils ne vont pas laisser la Chine et la Russie prendre l'Afrique. Il a dit clairement. Donc, je me disais que ces gens, à la moindre erreur, ils seront chez nous. Et l'envoyé spécial dans les grands, là, qui est silencieux ces jours-ci, et c'est puis ta femme l'a dit, que les Congos, je dis bien, les Congos étaient très stratégiques pour eux, parce que la vie au quotidien des Américains dépendait de certains minéraux qui sont au Congo. Je reprends en tout cas à peu près ce qu'il a dit. Voilà. Donc, vous savez, Trump, n'hésite pas. Non, Denis, l'information sur CNN is not a fake news, c'est vrai. Allez, Denis Mousson dit, je vois un journal CCB News qui a écrit une nouvelle sur ça. Non, c'est vrai, CNN, allez sur CNN, vous verrez ça. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Et c'est bizarre, hein? Moi je crois, hein? Moi je crois aussi, je crois en Dieu. Ma fille de 15 ans fait un songe qui m'a étonné hier. Hein? C'est une fille qui est née en dehors du Congo, et qui va dans l'essence un peu de ce que nous disons là sur la présence militaire, la force. Elle est venue me dire, j'ai fait un songe pour le Congo, mais j'ai vu il y a l'utilisation, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Hein? J'ai dit, waouh, elle n'est pas intéressée à la politique du Congo. Hein? Bon, écoutez, Bertengui nous dit les accords avec Félix Kabila pour lui laisser diriger, n'est-il pas possible? Je ne sais pas, les accords entre Félix et... Non, là vous entrez dans... Il y a beaucoup de choses qu'on raconte qui ne sont pas vraies, mais c'est en politique, tout se raconte. Quel accord? Mais c'est l'accord qui existe entre l'opposition et
Et Kabila, c'est l'accord de Saint-Sylvestre, c'est tout. Ce n'est pas Félix, là, c'est l'IDP, c'est les autres. Je ne connais pas un autre accord. Si vous connaissez les termes, donc envoyez-moi ça. Monsieur M.P. Ali Maréchal Moukaya, il dit, c'est depuis très longtemps que j'écoute tes analyses, mais aujourd'hui, je me présente mon grand frère depuis ISA, Colorado. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Gilbert Kalemba, non, il n'a rien dit. Bon, écoutez, je devais arrêter quelque part, mais j'ai l'impression que ça continue. Nous avons déjà fait 1 heure. On a dépassé 1 heure. On a fait 1h26 déjà. Je dois arrêter. J'arrête avec JMK Musungai. Hein? Voilà. Je vais vraiment arrêter là. On ne pourra pas continuer. Allez. Quelle est la suite de l'info de Kabila en Afrique du Sud? Je n'ai pas pu recouper ça. Mais ça me semble possible. Hein? Alors, Roger Massa me dit, merci beaucoup, maître Anglo-Congo, pour cette analyse politico-stratégique très profonde et dynamique. Merci, ça c'est un éloge. Merci, et bonne année. Alors, monsieur Franck Amboudi dit, bientôt, il va prendre cette partie, cette petite confiance, perdre, je voulais dire perdre, c'est pas perdre ou prendre. Bon, j'ai lu ce que tu as écrit. Parfois, moi, il ne faut pas me donner la tâche de chercher à comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Il dit bientôt, il va prendre cette petite confiance qu'il reste. Je crois que tu voulais dire perdre. Et trahi à la conférence nationale avec 3e voix, l'élection avec Malou Malou et Mosengo Terre, quelque chose. Je crois que tu parles peut-être de la Senko, je ne sais pas. Et voilà. Je crois que là, on a fini. Hein? On a fini. J'en étais là. Dedem Kakadidi, Otangite Papa, Tenasina Tangakero. Je crois que tu parles de l'article de CNN. Allez, on arrête là. Non, il y a Rodrigo Darius qui dit aussi une chose louche, les taux de participation aux élections est largement grand à l'Est. Qu'est-ce que l'Ouest? Ça montre qu'ils justifieront la victoire des Chadari sur cette base. Bon, oui, ça c'est très important. Si vous regardez dans certaines provinces, on parle des taux par exemple à 80%, même à 90%, non 90%. Et dans les provinces où l'opposition, ce qu'on considère comme les bastions de l'opposition, ou bien soit l'opposition a fait des très grandes foules, donc quand je parle de l'opposition, Félix et Fayoulou, les taux de participation est faible. Et ça, c'est une stratégie très bien connue dans certains pays de l'Afrique australe. On fait comme ça, on dit bon, on a perdu dans des grandes villes, mais à l'intérieur, dans les Congos profonds, on a gagné. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont exploiter certainement. Alors, on dit, Serge Niati dit, au vu de l'information de CNN, je comprends que Kabila ne veut pas lâcher le morceau qu'il tient coûte que coûte imposer Chadari. Ah. Oui, c'est la conclusion que tu tires. Alors, chers amis, thank you very much. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Partagez cette analyse. Bye bye. À la prochaine.